Merci beaucoup, Céline, de l'invitation, de la présentation. On est vraiment contente d'être là, Maryse et moi. On va travailler, on va présenter, on travaille de près ensemble. Fait qu'on présente ce midi toutes les deux en se passant la POC pour que ce soit dynamique aussi pour vous ce midi. Merci d'être là. Un sujet qui nous tient à cœur, des travaux qu'on fait depuis un petit peu avant la pandémie, les résultats d'une étude qu'on va venir vous présenter, puis qui a débouché aussi vers euh, la préparation, l'élaboration d'un outil qui pourrait être utilisé dans la pratique comme repère pour guider là, autour de la question de la confidentialité et du partage d'informations. Euh, donc, on a un beau plan de match à vous proposer pour ce midi. Une petite heure devant nous. Avec quel objectif derrière? En fait, oui, vous aider à mieux comprendre les enjeux liés au partage d'informations, au respect de la confidentialité là, vécue par les personnes proches aidantes, puis les professionnels en santé mentale. À travers les résultats qu'on va vous présenter, ça nous donne ce niveau de compréhension-là. On veut aussi identifier des actions, vous aider à identifier des actions à mettre en place pour améliorer ces pratiques-là auprès des personnes proches aidantes. Puis, c'est ça, se familiariser avec l'outil qu'on a commencé à développer, puis à présenter, puis à améliorer aussi au fil des présentations qu'on a faites jusqu'ici. Rapidement, vous dire que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ça, c'est le fruit d'un travail de recherche, mais très appliqué. Moi, je suis professeure en travail social. Je suis une clinicienne à la base, fait que j'aime ça quand c'est concret. Donc, projet de recherche qu'on a fait avec des co-chercheurs, des gens bien impliqués sur le terrain. Il y a Marc-André Roy qui est psychiatre du côté de Québec, il y a Sophie Etier qui est spécialiste en proche aidance, que plusieurs d'entre vous devez sans doute connaître, qui est à l'Université Laval. Plusieurs collaborateurs, des personnes proches aidantes. Marianne Levasseur, les pères aidants, Luc Vigneault, des cliniciennes, Julie Bouchard, Claudia Lévesque, Michel Gilbert, puis un éthicien, Michel Giroux. Puis on a eu toute une équipe d'étudiantes, d'auxiliaires de recherche qui ont contribué à ce projet-là à travers le temps. Puis ça avait été financé, là, ce projet-là, par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Fait que c'est très précieux d'avoir eu cette subvention-là pour pouvoir étudier cette question-là qui est vraiment au cœur des partenariats avec les personnes proches aidantes. Donc, ce qu'on vous propose, j'ai déjà un petit peu dit, une mise en contexte. Je sais que vous êtes un public déjà assez connaissant au niveau de la proche aidance, mais on va mettre la loupe un petit peu plus sur la question des défis là, en matière de partage d'informations et des enjeux de confidentialité. On va vous présenter un peu le résumé de l'étude, des résultats, quelques pistes d'amélioration des pratiques, puis on veut vous présenter l'outil et avoir le temps d'échanger ensemble sur cet outil-là. Avant de démarrer, de plonger dans la présentation elle-même, on aime ça commencer, Maryse et moi, quand on fait des présentations, un peu l'idée de pouvoir créer un premier petit nuage de mots à partir de, pour vous, selon votre expérience, qu'est-ce qui représente, quels sont les mots, les expressions qui peuvent parler de votre expérience sur le partage d'informations et la confidentialité, selon votre posture que vous avez comme intervenante, comme conseillère, etc. C'est quoi le mot, l'expression qui vous vient quand vous entendez ça, ces thèmes-là, partage d'infos, confidentialité, spécifiquement peut-être là, sous l'angle des services en santé mentale, c'est l'objet de la présentation de ce midi. Euh, je vous vois déjà bien efficace dans l'inscription de mots. Euh, Hasardeux, paradoxe, complexité. Tu sais, il y a des mots dès le départ hein, c'est pas simple, cette affaire-là, cette question-là. On parle de consentement, on parle de respect, de compréhension, transparence. Tu sais, les mots qui apparaissent en plus gros souvent, c'est ceux qui reviennent aussi. Ça nécessite un accord, un consentement, confiance, risque, défi, effectivement. Ça touche à la notion des droits, effectivement, l'autorisation des droits. Intéressant, merci. J'imagine qu'on peut le laisser, Céline. Hein? Je ne sais pas si on peut laisser le sondage rouler là, un petit peu pendant qu'on poursuit, là, mais l'idée étant un peu de prendre la photo des mots qui nous viennent spontanément, puis qui témoignent aussi de votre compréhension de départ par rapport à ce phénomène-là. Ben, en fait, Marie-Hélène, on peut l'arrêter, puis je peux vous envoyer, là, exporter les résultats si vous voulez.
Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre le temps de mettre des réponses. Tu sais, si ça peut Ah oui, oui, c'est continuer de comme tu veux. rouler pendant que. Ouais, c'est ça, il pourrait qu'on peut l'arrêter un petit peu plus loin dans la présentation, juste le temps que les gens puissent mettre les mots, vu Parfait. qu'on n'y revient pas tout de suite. Puis j'ai vu délicat, Oui, délicat apparaître, c'est très juste. OK, fait que c'était juste un peu pour se mettre dans le thème, prendre un peu le pouls des mots qui vous viennent, relationnel, délicat. Ouais, il y a quelque chose hein, dans le rapport à l'autre, là, dans ce type de, de- dans ce type d'exercice. OK. Fait qu'on pourrait continuer, j'enchaînerai dans la présentation là, pour un peu mettre la table à la présentation. Bon, comme je vous disais, vous êtes, je pense, un public assez convaincu ou connaissant de la réalité des personnes proches aidantes. Dans le fond, oui, une personne sur quatre exerce un rôle de personne proche aidante au Québec. On dirait qu'avec tout ce qui se passe actuellement, le réseau qui est à bout de souffle, les services qui n'arrivent pas à pallier aux demandes, ce chiffre-là, sans doute, augmente et a augmenté depuis les données de 2018. Donc, ça, c'est la réalité générale, juste pour mettre la table. Puis, si on continue avec la réalité plus spécifique en santé mentale, on dit que c'est un 2 des personnes proches aidantes qui prennent soin d'une personne qui vit avec un trouble mental. Donc, bon, on y va avec les statistiques. Là. Ça vaut ce que ça vaut parce qu'on le sait, hein, on a l'enjeu de s'auto-reconnaître comme personne proche aidante, particulièrement en santé mentale. J'ai l'impression que si on se reconnaît davantage, ces statistiques-là vont augmenter un petit peu plus. Ça, je dis rien. Donc, pour les personnes proches aidantes, évidemment, ben, on le sait, elles jouent un rôle primordial pour la personne qui a un trouble mental. Et puis, c'est à tous les niveaux. Hein, santé, c'est du soutien au quotidien, c'est répondre aux besoins psychologiques, besoins physiques et émotionnels. C'est de l'ordre, du soutien de type plus pratico-pratique, instrumental dans les tâches du quotidien, mais c'est cette présence-là au quotidien qui est dans notre tête, dans notre cœur, de soutenir cette personne-là. Puis, ben oui, il y a une reconnaissance de plus en plus grande de la contribution des personnes proches aidantes, et de voir que c'est une contribution qui peut être positive, qui n'est pas juste c'est pas juste quelque chose qui se rajoute, hein, c'est aidant. Mais ben, au cœur de ça, puis ça peut avoir une contribution positive pour le rétablissement de la personne, mais au cœur de ça, souvent dans ce qu'on va documenter, ben, les obstacles à collaborer, à travailler ensemble, même si on reconnaît cette contribution-là, ben, l'obstacle principal qui est mentionné, c'est de partager de l'information. Est-ce que je peux pas? Comment je suis pris avec les enjeux de confidentialité? Donc, ça demeure quelque chose qui est un, un obstacle principal là, quand on veut faire une place aux personnes proches aidantes dans les pratiques en santé mentale. Cette place-là, c'était politiquement, si on continue dans les diapos, cette place-là, elle est reconnue. Hein, on le sait, avec la politique nationale pour les personnes proches aidantes, le plan d'action qui en découle. Puis là, on va mettre la loupe un petit peu plus sur les mesures ou actions qui touchent la question du partage d'informations et de la confidentialité. Mais ça apparaît aussi dans le plus récent plan d'action interministériel en santé mentale. Donc, il reste que on le dit, on le mentionne, il y a une reconnaissance politique, mais là, c'est dans les actions concrètes qu'il faut voir un changement s'opérer. Si je vous amène, par exemple, dans le plan d'action plus interministériel en santé mentale, il y a une action vraiment spécifique qui concerne l'accompagnement des familles et des membres de l'entourage. Euh, dans ce cas-là, on ne les appelle pas les personnes proches aidantes, mais c'est ce qu'elles sont. Puis, on parle vraiment de mesures spécifiques en lien avec des meilleures pratiques en matière de confidentialité. Puis, ça touche l'élaboration d'outils cliniques. Donc, c'est un souhait dans ce plan d'action-là. Il y a une action particulière autour de la question du partage d'informations. C'est un peu la même chose dans le plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Si on va au suivant, ben oui, l'axe 2 dans ce plan d'action-là concerne le partage d'informations, la promotion des ressources, oui, connaître les ressources, mais aussi comment on fait pour se partager de l'information. Donc là-dessus, on a quand même une convergence, j'ai le goût de dire, par rapport à ça dans nos plans plus d'action politique gouvernementaux. Par contre, ben, même si on s'entend dans ces plans-là que l'engagement des familles dans l'intervention est crucial, ben, sur le terrain, c'est difficile, le professionnel, intervenant communautaire, on est toujours un petit peu sur le break hein, de se partager de l'information parce qu'on ne veut pas briser le secret professionnel. On veut répondre d'un côté aux besoins d'information de la famille, des proches, mais on est toujours un peu réticent de la part des professionnels. Et les personnes proches aidantes, ben,
elles réclament d'avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir bien assumer, exercer leur rôle de soutien au quotidien. C'est difficile d'aider quand tu n'as pas toute l'information pour le faire. Puis on va vous montrer un petit peu ce que les intervenants puis les personnes précédentes nous ont dit dans le cadre de l'étude sur ce qu'elles ont vraiment besoin comme information. Puis des fois, vous allez voir, ça va nous amener un peu ailleurs dans ce qu'on peut penser qu'elles ont besoin comme info. Il faut savoir que dans le fond, le partage d'informations, c'est comme un critère essentiel pour collaborer. Dans ma thèse de doctorat, j'avais regardé ces éléments-là de collaboration. Puis le partage d'infos est au cœur de ça. Pour pouvoir exercer ce rôle-là, pour être en partenariat ensemble, en collaboration, il faut être capable de se partager. J'ai un petit chat dans la gorge. Prends le temps, Marie-Hélène. On peut aller à l'autre, Marie. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Bon, je suis désolée, le petit chat arrive au mauvais moment. Donc, tout le cadre légal qui encadre le partage d'informations, il y a des lois, il y a la Charte des droits et libertés de la personne, il y a la loi sur les services de santé et les services sociaux qui donne des droits aux personnes utilisatrices de services d'avoir le droit à la vie privée, d'avoir le droit au secret professionnel. Puis le Code de déontologie des professionnels encadre aussi cette pratique-là, le Code civil également. Donc, on a navigué, c'est ça, la balance que vous voyez au cœur de la diapo, on a navigué avec ça. Il y a quand même aussi des exceptions, c'est certain, dans le cas de situations à risque, de dangerosité, d'actes suicidaires, homicidaires, etc. Donc, on a tout un tableau, puis souvent, ce que j'ai le goût de dire, c'est que c'est le cadre légal qui va prendre un peu préséance sur nos décisions cliniques. C'est là que c'est intéressant d'aller voir d'autres aspects que le cadre légal pour accompagner comment on peut mieux partager de l'information ensemble, puis évidemment collaborer avec nos personnes proches aidantes. Je vais reprendre mon petit chat dans la gorge pendant que je te passe la POC, Maryse, pour la suite de la présentation. Oui, parfait. Excusez mes délais parce que j'ai les écrans, le micro, mais je te suis. Parfait. Donc, on s'est posé comme question dans notre projet là, de recherche, comment favoriser l'établissement de pratiques cliniques collaboratives entre des personnes proches aidantes, des personnes utilisatrices de services et des professionnels en santé mentale, tout en respectant le cadre légal de la confidentialité. Donc, plus spécifiquement, pour répondre à cette question sur le partage d'informations, on s'est intéressé à l'expérience des personnes proches aidantes et des professionnels, à la manière dont le consentement est obtenu, au protocole d'entente, s'il y en a qui sont utilisés ou pas, aux obstacles et aux facilitateurs pour favoriser le partage d'informations et à dégager des solutions concrètes pour favoriser ce partage d'informations. Il y a 38 participants qui ont pris part à notre étude. De ce nombre, 17 personnes proches aidantes, 19 professionnels qui ont été recrutés dans les régions de la capitale nationale et du Bas-Saint-Laurent. Tous les participants ont été invités lors d'une rencontre individuelle à participer à un photo voice en nous montrant une photo ou une image qui représente leur expérience personnelle en lien avec le partage d'informations. Et puis, cette activité, le photo voice, s'est avéré être un excellent brise-glace pour débuter l'entrevue. Ça permettait de créer le lien, de mettre la table et débuter l'échange. Et par la suite, il y avait une entrevue individuelle là, qui était réalisée dans cette même rencontre-là avec le participant. Donc, les constats qui découlent des photo voice, donc parmi là, les images que tous les participants là, nous ont fournies, chez les personnes proches aidantes, leurs images témoignent de la difficulté à avoir accès aux informations, surtout lorsque la personne
Le PU ici, ça signifie la personne utilisatrice, mais on pourrait dire la personne vivant avec un trouble mental s'y refuse. Les personnes proches aidantes notent une fermeture à l'égard du partage d'informations de la part des professionnels. Il y avait des images là, pour en témoigner, des cadenas barrés. Puis ils rapportent aussi, eux vivent du côté des professionnels, leurs images laissaient transparaître plus des difficultés. Ils vivent eux aussi des difficultés en lien avec le partage d'informations aux personnes proches aidantes. Ils nomment des enjeux de leur côté de maintenir la relation avec la personne qui a le trouble de santé mentale, bien qu'ils considèrent la collaboration avec les personnes proches aidantes très importante. On vous partagera à la suite là, de la présentation, vous recevrez le PowerPoint et on vous partagera également dans l'envoi une infographie avec les principaux constats tirés du PhotoVoice et des images et des extraits d'entrevues qui relatent les propos des participants. Quant aux entrevues, on a demandé, on est allé chercher comme information quelles sont les raisons qui motivent le besoin de partage d'informations. Et chez les personnes proches aidantes, c'est tout simple, elles désirent l'information pour mieux exercer tout simplement leur rôle de personne proche aidante, pour se rassurer elles-mêmes et pour mieux comprendre la personne qui vit avec le trouble de santé mentale. Chez les professionnels, eux, les raisons qui motivent le partage d'informations, ils ont besoin d'informations évidemment pour évaluer la situation, orienter, ajuster les interventions, mais ils nous ont nommé aussi pour pouvoir soutenir les personnes proches aidantes. Donc, les personnes proches aidantes et les professionnels nous ont expliqué leurs besoins d'information. Qu'était-il? On sait qu'ils veulent l'information, mais le type d'information, ils désirent de l'information sur l'évolution de l'état mental et le fonctionnement actuel et antérieur de la personne qui est aidée. Ils désirent, de part et d'autre, les deux types d'acteurs, des informations sur les diagnostics et les traitements prévus, comme la médication puis le plan d'intervention. Ils souhaitent avoir aussi des informations sur les interventions et le soutien possible que la personne proche aidante peut apporter. Et du côté des intervenants, ils veulent des informations sur les éléments de dangerosité et la dynamique familiale. Donc, je ne fais pas la lecture là, de tous les extraits, mais il y a une mère, elle dit là, tout simplement, ce que j'ai besoin de savoir, des affaires de base qu'une mère veut savoir en lien avec l'hospitalisation là, de son fils. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des explications médicales très, très pointues, très, très précises. Juste, des fois, les besoins de base. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il s'est calmé? Est-ce qu'il a dormi? Ils ont juste besoin d'avoir des informations de base. C'est souvent ce qui revenait chez les participants. Il y a un autre participant, il y a un autre exemple aussi, c'est des pistes de solutions, des suggestions, des conseils. Ils veulent pouvoir être guidés. Si ça va mal, comment ils peuvent aider la personne qui a le trouble de santé mentale. Quant aux obstacles liés au partage d'informations, ce qui ressort des propos des participants, évidemment, le refus, lorsque la personne qui vit avec le trouble de santé mentale refuse de partager l'information, la nature de la maladie puis la détérioration de l'état de la personne qui vit avec le trouble mental. On nous a aussi rapporté l'accès, le délai pour les retours d'appel, le manque de communication parfois dans les équipes traitantes, le manque d'information pour les personnes proches aidantes, que ce soit aux ressources, aux services qui sont disponibles pour les soutenir dans leur rôle, le manque d'information par rapport à la maladie aux diagnostics de leurs proches, puis la crainte de perdre de l'alliance thérapeutique avec la personne qui a le trouble de santé mentale. Certains facilitateurs ont été nommés par les participants. Donc, la relation positive entre la personne qui a le trouble de santé mentale et la personne proche aidante
On nous a rapporté aussi que la proactivité puis les connaissances des personnes proches aidantes peut faciliter le partage d'informations. La confiance, lorsque les personnes proches aidantes ont confiance en l'équipe traitante, c'est un facilitateur. Et puis chez les professionnels, lorsqu'ils reçoivent du soutien clinique de la part de leur équipe, ça peut être un facilitateur pour les aider à prendre certaines décisions en lien avec le partage d'informations. On a également questionné les participants à savoir qu'est-ce qui pourrait être privilégié comme solution pour faciliter le partage d'informations. Les personnes proches aidantes ont, pour une grande proportion, nommé que une sensibilisation générale quant à la maladie mentale est faite actuellement, mais doit être poursuivie. Donc, que la population générale soit sensibilisée à la maladie mentale. L'implication et la reconnaissance du rôle des personnes proches aidantes dans l'évaluation et durant tout le traitement de la personne aidée. L'établissement d'un protocole clair de communication doit être fait pour faciliter le partage d'informations et un accès plus facile aux services en santé mentale. Chez les professionnels, les solutions qui ont été apportées, d'impliquer systématiquement les personnes proches aidantes dès le début de la prise en charge ou du processus. Ça a été nommé par beaucoup, que le protocole, un protocole clair, expliqué là, dès le départ aux proches sur la manière de se communiquer, de se partager là, de l'information. Et les professionnels ont nommé un besoin de formation pour être plus outillés pour faciliter le partage d'informations. Donc, les personnes proches aidantes, ce qu'elles désirent, c'est se considérer comme des partenaires dans le traitement. Elles veulent savoir qu'elles travaillent en équipe et ce que les professionnels nous rapportaient aussi, c'est qu'ils sont conscients que c'est important que dès le début, que les personnes proches aidantes soient impliquées dans ce processus. Ça fait le tour pour les résultats de notre recherche et tous ces résultats ont débouché sur quelque chose. Sur prendre le relais, peut-être dire, c'est ça qu'on on vous a pas donné de détails de qui sont les participants dans le fin détail, mais tu sais, ça brossait quand même un tableau de différents contextes de pratiques là, différents en santé mentale. Donc, les constats qui sont là sont quand même issus d'une variété de situations de proche aidance en santé mentale, d'une variété aussi de contextes de pratiques en santé mentale. C'est ce qui rend la chose intéressante. Bon, cela dit, ça nous fait vraiment, parce que c'est comme ça nous a donné un regard assez fin sur les besoins réels des personnes proches aidantes, puis aussi un regard plus fin sur ce que sont les besoins, dans le fond, des professionnels pour pouvoir mieux accompagner. Puis ces besoins-là, ou des solutions qui ont été nommées, allaient vraiment dans le sens des bonnes pratiques qu'on connaît, qui ont été étudiées un petit peu, mais qui n'ont pas débouché nécessairement vers des outils concrets. Parce que la Commission de la santé mentale du Canada avait déjà, dans ses lignes directrices pour l'accompagnement des personnes proches aidantes, dit en 2013, bon, ben, il nous faut des protocoles clairs, il nous faut des outils cliniques pour accompagner ça. Mais lors des entrevues avec les professionnels, on a posé la question si les professionnels avaient, dans leur pratique, de près, de loin, rencontré des outils concrets là, de protocoles de partage d'infos et tout ça. Puis à part le fameux formulaire utilisé dans le réseau de la santé et des services sociaux là, pour autoriser le partage d'informations, aucun professionnel là, dans les 19 qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils utilisaient dans leur pratique des outils de ce type-là. Donc, on s'est dit, bon, ben, avec ce qu'on a eu comme information à travers les entrevues avec les personnes proches aidantes, avec les professionnels, on va regarder la possibilité d'en développer un outil, d'en proposer un. Puis, dans moi, ce que j'avais exploré dans le cadre de ma thèse, d'un chapitre de livre qu'on a écrit sur la pratique en santé mentale, on avait identifié, dans le fond, qu'il faut, au-delà d'un outil, c'est pas suffisant, en fait, si on fait juste développer un outil, il faut quand même réfléchir à former les professionnels. Puis c'est au-delà
juste aussi remettre un dépliant aux personnes proches aidantes en leur disant que vous avez le droit de l'information. Il y a vraiment l'idée de développer l'outil, puis après ça, de développer un accompagnement, une formation pour soutenir, dans le fond, le déploiement de ce nouvel outil-là. Puis les gens experts et ferrés en transfert de connaissances seront très d'accord avec ça aussi, de dire il faut un peu plus que juste diffuser un outil pour être outillé à utiliser l'outil en question. Donc, on s'instruit un peu dans ces bonnes pratiques-là, dans ces recommandations-là. Puis, on a élaboré, dans le fond, un outil en se basant, dans le fond, sur l'expérience qu'on est allé chercher dans les entrevues auprès des personnes précédentes et des professionnels. Fait que cet outil-là, on voulait vous le présenter ce midi pour que vous puissiez en prendre connaissance. C'est pas un outil qu'on a encore diffusé ou on est encore en étape, je vais vous dire, de validation, mais je vais prendre le temps de vous le présenter, puis on pourra avec vous là, échanger sur les éléments qui apparaissent dans cet outil-là. Donc, j'explique un peu le processus. Là, en fait, dans le cadre du projet de recherche, on était une équipe, comme vous avez vu au départ, assez multidisciplinaire avec différents points de vue. Et puis, on a mis cet outil-là en réflexion ensemble pour élaborer, puis toujours partir d'abord en haut, le grand rectangle en haut de la personne qui vit avec un trouble mental. Donc, elle a composé avec quoi? C'est quoi ses droits? On a mis dans l'encadré l'idée qu'elle a le droit au respect de sa vie privée, elle a le droit au secret professionnel parce que ça réfère à des droits fondamentaux qui sont ensachés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Puis, elle a le droit aussi de consentir ou non au partage d'informations qui la concernent. Au-delà de ces droits-là, c'est vraiment la notion de consentement qui devient le cœur. Est-ce que la personne consent ou pas? On comprendra que ce consentement-là, il peut vraiment varier dans le temps, dans l'intervention. Une personne peut décider de ne pas consentir au départ puis changer d'idée par la suite. C'est quelque chose qui se travaille au long cours puis qui est très, très lié, dans le fond, à l'alliance thérapeutique, à la confiance qu'on va établir comme professionnel avec la personne aidée elle-même. Donc, on a voulu dans cet outil-là quelque chose de très visuel qui tient sur une page, qu'on s'imagine que les intervenants pourraient avoir pas trop loin dans leur bureau lors de rencontres avec des personnes en santé mentale, aussi avec des intervenants. Dans le fond, d'avoir cet outil-là, de le partager, de le distribuer, puis de dire, voici. Peu importe qui on est dans la situation, il y a quelque chose qu'on peut faire. Puis je vois comme des cœurs apparaître, c'est capoté. Donc, au lieu de se cacher derrière les droits, les lois, sont là, on les considère. On peut aussi faire des choses. Fait qu'on est allé vraiment avec des couleurs qui sont assez universelles. Hein. Vert, du côté vert de l'image, si la personne nous donne son feu vert, elle consent à accepter de partager de l'information. Qu'est-ce que la personne proche aidante, elle peut faire, qu'elle doit même faire? Donc, il y a l'idée qu'on va s'entendre ensemble, la personne utilisatrice qui vit avec un trouble de santé mentale va avoir à dire à l'équipe, à sa personne proche aidante, qu'est-ce que j'accepte qu'il soit partagé comme information. Tantôt, je vais vous montrer quelques repères par rapport à ça, mais j'ai vraiment l'idée de dire, on va s'entendre ensemble sur ce qu'on peut se partager. Fait que la personne proche aidante, elle a le consentement, elle a comme droit ou comme responsabilité de respecter les informations que la personne souhaite, accepte de communiquer. Elle a aussi la responsabilité de planifier ses contacts avec les professionnels afin de communiquer avec eux. Préparer une rencontre quand je m'en vais voir la travailleuse sociale, le psychiatre, si j'ai le droit, si j'accompagne, par exemple, mon proche dans un rendez-vous. Je prépare mes questions, je me prends des notes. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire quand j'ai le consentement de la personne. Nommer mes attentes, mes besoins aux professionnels. C'est quoi le niveau d'information que j'ai besoin, moi, pour bien exercer mon rôle? Tout en respectant les limites de ce que la personne sera à l'aise qu'on partage comme info. Le professionnel a aussi certaines obligations ou engagements. Il y a à convenir avec la personne qui vit avec le trouble mental la fréquence, la nature des informations à transmettre aux proches. Puis souvent, on va s'apercevoir que c'est plus facile pour les professionnels quand même d'initier cette conversation-là. Cet outil-là peut être, dans le fond, la bougie d'allumage. Je la présente en rencontre à la personne utilisatrice, je la présente en rencontre à la personne proche aidante, puis j'initie la conversation sur qu'est-ce qu'on peut ou pas se partager comme info, à quelle fréquence. Je permets aussi à la personne atteinte d'un trouble mental de se raviser dans le processus. Hein. Elle peut être d'accord au début, elle peut être moins d'accord plus tard s'il y a un bris de confiance, un événement qui vient un peu semer le doute ou allumer la méfiance. Donc, on se donne le droit de revoir ce consentement-là,
d'ajuster les infos qui peuvent ou non être partagées. C'est quelque chose de vivant, de dynamique, d'itératif entre les acteurs. Puis, le professionnel se donne aussi le droit de soutenir les personnes proches aidantes en clarifiant les mécanismes de communication, comment on va communiquer ensemble, qui va se dire quoi, quand. Puis, dans l'idéal, on ferait ça quand tout le monde est présent en ouvrant vraiment le dialogue. En haut à droite de l'image, vous voyez peut-être un petit peu nos petits bonhommes, nos 3 bonhommes, puis les bulles de conversation sont partagées. C'est le logo qu'on avait élaboré pour ce projet de recherche-là, puis je pense que ça témoigne bien de l'esprit. L'idée, c'est un dialogue ouvert, une conversation ouverte autant que possible, quand c'est possible. Où est-ce qu'on s'entend sur tous ces éléments-là? Puis, l'idée de référer les personnes précédentes à un parent aidant famille, à des gens qui ont un vécu expérientiel, ça peut aussi permettre de répondre à un bout d'informations plus générales, mais que là, c'est les expériences entre elles qui se parlent, qui se partagent entre des membres de famille, des proches aidants qui ont un vécu similaire, sans être dans le spécifique de la situation de la personne atteinte, sans être en train de craindre là, un bris de confidentialité. Donc, ça, c'est du côté vert, c'est quand on peut se partager de l'information parce que la personne y consent. On a voulu aussi mettre de l'avant qu'est-ce qui peut être fait, même quand il n'y a pas de consentement. Lorsque la personne est moins stable au niveau de son état mental, peut-être qu'il y a de la méfiance, elle n'est pas à l'aise encore tout de suite de partager de l'information ou de consentir à ça, la personne proche aidante peut quand même faire des choses. Elle peut demander des informations générales sur le fonctionnement des services offerts. Elle peut aussi demander certaines informations plus générales sur l'état de la personne. Fait qu'on n'est pas en train de questionner, par exemple, peut-être le diagnostic ou des choses plus intimes ou des éléments de traitement plus pharmacologiques, mais au moins, un peu comme le disait, présentait Maryse à la lumière de ce qu'on a récolté comme info, comment va la personne? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle vient à ses rendez-vous? C'est un minimum d'informations. Puis, elle peut quand même aussi, la personne proche aidante, fournir de l'information à l'équipe traitante sur comment ça fonctionne dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Bon, en ayant peut-être un peu moins l'attente à cette étape-là d'avoir des infos en retour, à part peut-être certaines informations plus générales. Donc, il y a quand même un lien qui peut déjà être là, une certaine forme de partage d'informations qui peut déjà être là, et qui pourra évoluer dans le temps si la personne consent éventuellement à ce qu'il y ait un petit peu plus d'informations précises qui soient partagées. Et le professionnel, effectivement, lui, il peut accueillir ces informations-là qui viennent de la personne proche aidante, il peut prendre soin du lien avec cette personne-là. Il peut utiliser aussi le refus comme un levier d'intervention avec la personne qui vit un trouble mental en disant, écoute, tu consens, on va pouvoir travailler ensemble avec ta famille, on va pouvoir ouvrir ce dialogue-là à 3. Donc, il y a quelque chose qui peut être utilisé avec doigté, avec délicatesse. Bon, des fois, on peut insister, des fois, c'est moins opportun d'insister, mais il y a quelque chose à aller travailler aussi avec le lien avec la personne utilisatrice. Donc, il va permettre de revenir tranquillement à la charge dans certaines rencontres quand le lien sera plus solide pour voir un peu si la personne peut changer son consentement ou le modifier avec le temps. Puis, sinon, questionner avec la personne utilisatrice, la mettre dans le coup. Qu'est-ce que tu es prêt, avec quoi tu es à l'aise pour transmettre certaines informations à ta famille ou à ton proche. Donc, il y a l'idée un peu de rester, c'est ça, dans cette communication dynamique, partagée. Puis bon, en se disant que tout ça, la photo qu'on prend aujourd'hui, elle peut changer là, en cours de route du suivi, évidemment. Les suivis en santé mentale ne sont pas de longs fleuves tranquilles, fait qu'il y a comme quelque chose à aller ajuster là, en cours de route. Donc, c'est un outil qu'on a eu l'occasion de présenter à des intervenants, des personnes utilisatrices, à des personnes proches aidantes. Mais s'il y a encore place à vous entendre là, tout à l'heure dans les échanges, là, on pourra vous entendre si c'est des choses que vous observez, des commentaires que vous voulez nous faire. On est sur le point de le diffuser un petit peu plus largement, de le rendre disponible. Fait que c'est le bon moment de nous dire vos commentaires. Puis l'autre chose, on s'imaginait l'endos de cet outil-là, une espèce de recto-verso, là, où est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus formalisé sur le plan d'un protocole d'entente, de partage d'informations. Donc, encore une fois, faire la liste peut-être là avec la personne utilisatrice, la personne proche aidante. Bon, qu'est-ce qu'on donne comme information qu'on a le droit de se partager de manière bidirectionnelle? Tout le monde a l'information. Quelles sont les informations en rouge? Celles que je ne suis pas à l'aise qu'on partage, qu'on discute. Puis effectivement, des fois, ça va être des choses plus de l'ordre de la vie privée, des pensées plus intimes de la personne atteinte, de sa consommation, par exemple, etc. Donc, ça peut être vraiment mis sur papier, puis ça peut être revu en cours de route.
On peut mettre derrière ça aussi l'idée des clauses d'exception en cas de crise, de risque suicidaire, homicidaire, etc. On précise qui est concerné par ce protocole-là, la durée aussi, puis les conditions à favoriser pour faire ce partage d'infos. Comme je disais tantôt, idéalement, tout le monde est assis autour de la même table, puis entend les mêmes choses au même moment, ça évite bien du clivage, puis bien de la méfiance. Puis, ben, il y a toujours l'idée de peut-être faire signer ce protocole-là, ou cette entente-là, dater, signer, puis revoir en cours d'intervention, revenir sur ces éléments-là quand la situation change ou qu'on voit qu'il peut y avoir des éléments de réticence qui réapparaissent ou certains éléments qu'on veut revoir que finalement, on est moins à l'aise de partager. Fait que voilà, c'est le petit outil qu'on a essayé au mieux d'élaborer à la lumière des témoignages, des expériences auxquelles on a eu accès à travers l'étude. Bon, il va rester maintenant à développer tout le côté accompagnement. Comme on dit, on ne veut pas juste diffuser cet outil-là, puis qu'il n'y ait pas d'accompagnement qui vienne soutenir la mise en place d'un outil de ce type-là. Donc, on peut passer des moments pour présenter cet outil-là, l'adapter à différents contextes cliniques, ce sera possible aussi. Puis des petits ateliers de formation là, pour assurer un suivi, puis voir un peu concrètement sur le terrain comment ça se déploie, comment ça s'utilise dans différentes situations d'intervention, autant, je vais vous dire, en milieu institutionnel que communautaire dans ce cas-là.